Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat Faire croiser qui se propose de s'intéresser à différents points, bien évidemment, du Conseil des ministres. Vous le savez, c'est un rendez-vous désormais connu de tous les mercredis. Eh bien, le gouvernement nous donne rendez-vous juste après le Conseil des ministres à travers le garde des Sceaux, qui nous livre à la presse et à toute la population, bien évidemment, de par les différents médias, le compte rendu intégral des décisions issues de ce rendez-vous hebdomadaire du gouvernement, bien évidemment, le Conseil des ministres. Alors, ce jour, nous avons retenu pour vous quelques points, à savoir les faux diplômes, l'affaire SB2E et les défalcations sur salaire, bien évidemment, dans le cadre à l'issue, j'allais dire, des différents mouvements de débrayage dans le service public. Nous ouvrons le débat par le gros dossier faux diplômes reconnus. Ils sont au nombre de 37 béninois qui ont fait valoir de faux diplômes et qui travaillent depuis plusieurs années et qui émargeaient au budget national. Eh bien, la commission les a reconnus comme étant faux. Certains parmi eux ont eu le courage de se confronter à la commission. D'autres n'ont pas eu le courage de le faire. D'autres ne se sont pas présentés parce que l'occasion leur était donnée de se présenter pour justifier, pièce à l'appui, de ce que les diplômes n'étaient pas faux ou non. D'autres l'ont fait, d'autres n'ont pas pu le faire. Eh bien, nous allons revenir sur cette nébuleuse. Nous, bien évidemment, c'est Zéphirin Aouga, activiste sur les réseaux sociaux, et Roland Toninkes, journaliste à la rédaction de Diaspora FM et Eden Télévision. Bonjour, monsieur Aouga. Bonjour, monsieur Loris. D'abord, merci pour l'invitation. Oui, à nouveau, bonjour, Roland Toninkes, puisque vous étiez déjà sur ce plateau pour la une des canards qui ne sont pas venus. Vous y revenez encore pour nous aider à lire, à décrypter, à analyser, à commenter certaines décisions issues du Conseil des ministres. Je démarre d'abord par le visiteur, j'allais dire, Zéphirin Aouga. Alors, 37 autres béninois ne sont plus depuis mercredi dernier fonctionnaires du service public. Bon, je crois qu'en principe, sur cet aspect, il peut y avoir débat, puisque même dans le relevé du Conseil des ministres, vis-à-vis de la commission qui a fait le travail, il a été clairement spécifié que parmi ces personnes-là, la plupart avaient été reçues par la commission et ont reconnu, effectivement, certains, oui. ont reconnu. Ceux qui n'ont pas voulu faire l'exercice n'ont pas eu le courage. Ont pris la clé des champs et ben voilà. Donc, peut-être qu'ils s'apprêtent. Peut-être qu'ils s'apprêtent. Pièce à l'appui. Oui, mais c'est tout le bonheur qu'on pourrait leur souhaiter, de revenir et de démontrer, parce que même dans le cas, le Conseil a eu la lucidité de citer le cas de quelqu'un qu'on aurait taxé faussement d'avoir eu des faux diplômes, mais que finalement, après les enquêtes et tout, et je me rappelle très bien que ce monsieur même avait pris le temps de montrer qu'il n'avait pas un faux diplôme et tout, et les enquêtes finalement ont abouti, et l'Université nationale d'Abomey-Calavi a effectivement fait le nécessaire pour montrer que effectivement celui-là avait été étudiant à cette université, dans cette université-là, et qu'il avait reçu effectivement ces parchemins en de bonne et due forme. Oui, puisque vous l'avez évoqué, le cas IP, est-ce que, comme cela se fait ailleurs, on n'aurait pas pu le dédommager? C'est vrai que le gouvernement lui a rendu hommage, a reconnu publiquement à travers le compte-rendu du Conseil des ministres que voilà... Non, même si on doit le dédommager, ça ne va pas se dire dans un Conseil des ministres. Ça doit être lui et l'administration. Les gens verront si le fait qu'il avait été pris comme un faussaire dans le temps a créé des préjudices, bon, lui a créé des préjudices, bon, mais il verra avec l'administration. Pour lui, pour son nom, pour sa carrière. Le plus important, c'est qu'il soit rétabli. Tout le reste n'est que accessoire. C'est fait. Voilà, c'est qu'il soit rétabli.
ce qui a plus de valeur, qui a plus de valeur, c'est qu'il soit rétabli et que le Conseil des ministres ait pu faire cette déclaration-là. Ça vaut plus que tout l'or du monde. Donc, je crois que si les patriotes, ils doivent se contenter de cela. Et moi, sans le connaître, je suis fier de lui. Je suis fier que le Conseil ait pu dire ça de cette manière-là. Mais quant aux autres, bon, nous sommes tous des humains. Les gens ont cru un instant qu'ils pouvaient passer dans les mailles de filets et qu'ils pouvaient, puisque nous sommes dans un pays où c'est le mythe du diplôme. Les gens pensent qu'il faut avoir... le culte du le culte et le mythe. Alors, c'est les deux. Donc, les gens pensent que c'est avec le diplôme qu'on est quelqu'un. Non, on peut être quelqu'un sans avoir un diplôme. Et on peut être il faut savoir faire quelque chose. Vous êtes diplômé de ce que vous savez faire. Et c'est ça, ce n'est pas forcément les diplômes académiques. Vous êtes diplômé de ce que vous maîtrisez, de ce que vous connaissez, de ce dont vous avez les capacités et l'expérience. C'est cela. Donc, si les gens se laissent aller à ce culte de diplôme, à ce mythe de diplôme, et pensent que, bon, pour être quelqu'un dans la société, il faille courir pour s'en fabriquer des diplômes. Et puis, il y en a. Il n'y a pas que ces 37-là ou ces 40-là. Il y en a encore. C'est qu'une étape. Vous savez que la commission y va de manière minutieuse. Merci. Et je voudrais profiter que cette commission puisse continuer et pour que nous ayons, qu'on puisse dénicher et démanteler ces réseaux de faussaires et que, véritablement, nous puissions vivre dans un pays où effectivement, la probité soit la norme de nos actions. Voilà. Roland Korinques, voilà cette commission qui nous prouve et nous confirme au jour le jour qu'au moment où vous autres, vous accumulez échecs et succès, vous affrontez interrogations, devoirs et autres, vous subissez échecs et autres aux différents examens pour décrocher différents diplômes, que d'autres, au détour d'un atelier de graphisme et autres, se fabriquent des diplômes et émargent au budget national au même moment où vous cherchiez, vous autres et beaucoup d'autres jeunes béninois sont à la recherche du premier emploi. Oui, le risque d'avoir. Je voudrais d'abord revenir sur l'intervention de M. Aouga pour dire je suis d'accord que la Commission doit travailler et continuer à dénicher les faussaires de la République. Parce que, vous savez, il a dit qu'ils l'ont reconnu, d'accord. Mais le simple fait de reconnaître leur tort ne suffit pas parce qu'en réalité, allez imaginer combien de personnes ceux-là ont nargué dans l'administration publique. Allez voir combien de dossiers ils ont fait traîner dans les couloirs de l'administration publique. Et donc, même s'ils reconnaissent aujourd'hui, il faut qu'ils subissent les rigueurs de la loi pour que désormais d'autres personnes ne puissent... Vous parlez des faussaires? Oui, justement, pour que demain d'autres personnes ne fassssent pas les mêmes bêtises. Oui, mais la procédure est enclenchée. Oui, justement, oui. Il ne faut pas qu'on dise que parce qu'ils ont reconnu, il faut avouer à moitié pardonner. Non, il faut aller jusqu'au bout des sanctions. Il faut sanctionner avec la dernière rigueur pour encourager ceux qui s'échinent à étudier. Mais je voulais revenir sur deux cas. Le cas IP dont il parle, il a dit que le simple fait de déclarer en Conseil des ministres que le cas IP, le CIP est rétabli, suffit déjà que ça vaut de l'or. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne partage pas cet avis parce que je dis, et j'insiste là-dessus, son nom a été sali. Il a été traîné dans la boue. Et on dit... Mais les différentes instances ont eu l'honnêteté de reconnaître. Reconnaissez quand cette affaire est arrivée, ce que ça a suscité sur les réseaux sociaux. Sous d'autres cieux, ça pouvait amener à un suicide. Et si le gars se suicidait, est-ce qu'on serait là, aujourd'hui, à dire qu'on l'a rétabli? Il faut sanctionner aussi à ce niveau. Parce qu'en réalité, il a eu les diplômes quelque part. Et si l'administration, là où il a eu les diplômes, ne reconnaissait pas qu'il a eu les diplômes là, et qu'il a fallu qu'il insiste et qu'on aille fouiller pour vraiment maintenant confirmer qu'il a les diplômes là, il faut aller chercher là aussi pour sanctionner, pour dire, écoutez, faites bien votre travail. Parce que le même cas peut se produire après sur d'autres personnes. Ça peut se produire dans d'autres administrations. Et donc, il faut aller aux sanctions, quelle qu'en soit la tête de la personne. Au niveau de la FAST, il faut aller chercher qui était censé rechercher les diplômes de l'intéressé, qui était censé apporter l'information au gouvernement et qui a dit en son temps que le gars n'a jamais fait la FAST. Et il faut sanctionner. Et ça va décourager d'autres personnes. Dans ces conditions, quand d'autres personnes auront les mêmes problèmes, ils auront le temps, la patience nécessaire de chercher, de fouiller, d'être sûr d'avoir la bonne information avant de dire quoi que ce soit. Non, la FAST n'a pas dit ne pas avoir reconnu. De toute façon, oui, mais à un moment donné, il a le problème se posait au niveau de l'OTAN
l'authentification. Oui, justement, à un moment donné, justement, on a dit qu'on n'a pas vu les traces. Oui, mais de toute façon, à ce niveau, il y a des gens qui ont travaillé. Et vous n'êtes pas à savoir que ce sont des hommes qui y sont. Mais justement, c'est ce que je dis, c'est des hommes, c'est des hommes. Et tout homme peut se tromper. Je l'ai dit et je l'ai insisté là-dessus, le gars pouvait se suicider. Et s'il s'était suicidé, est-ce qu'aujourd'hui on serait là en train de Nous ne sommes pas ailleurs. Mais ce serait une perte pour sa famille. Nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique, nous n'avons pas le mental vous êtes sociologue et psychologue de formation. Vous savez combien le gars peut dégénérer juste à cause de cette affaire. Vous savez combien ça peut agir sur son mental. Je ne vous dis pas le contraire. Mais maintenant ceci étant, j'aborde le cas des diplômes. Monsieur Aouga disait que le vrai diplôme, c'est ce qu'on sait faire. Mais je suis surpris de l'entendre dire ça parce que sous nos cieux, c'est le mythe des diplômes qui triomphe. C'est-à-dire, on vous demande qui a quel diplôme, on ne cherche pas à savoir ce que vous avez appris à faire. La preuve, allez dans les administrations, il faut nécessairement avoir tel diplôme avant de faire tant. Alors qu'en réalité, sous d'autres cieux, ce n'est pas le diplôme nécessairement. C'est vrai, tu as le diplôme, mais on te demande qu'est-ce que tu sais faire spécifiquement et par rapport à ça, on te confie des charges. Mais ici, on vous demande si vous n'avez pas un doctorat, un bac plus 4, un bac plus 5, c'est-à-dire on ne vous considère pas. Et c'est peut-être cette erreur qui amène d'autres personnes à penser que bon, il faut que j'ai le diplôme à tout prix. Ils sont prêts à passer le couloir. Il faut que je me fabrique les diplômes. Oui, justement. Et ce qui est à décourager. Mais je dis, j'insiste là-dessus, nous sommes dans un pays où le mythe des diplômes pèse toujours et les gens pensent que c'est le diplôme qui est le plus important au lieu de rechercher l'efficacité dans un domaine donné. Oui, mais revenons maintenant sur la mauvaise foi de ces citoyens. Zéphirin Aouga, la mauvaise foi de ces citoyens qui se fabriquent des diplômes. Non, on peut le dire maintenant, parce qu'on le sait. C'est parce qu'on le sait maintenant. Les hommes ont toujours eu une mauvaise foi. Hein. Ne pensez pas, c'est parce que nous parlons des diplômes maintenant que nous voyons qu'il y a de faux partout. Il y a de faux partout. Le monde est ainsi fait, il y a de faux partout. Et derrière cette mauvaise foi, il y a du courage aussi. Oui, mais parce qu'il faut être courageux pour présenter de faux diplômes à l'administration. C'est le contexte dès lors. Un service public. Monsieur Roland a parlé comme si nous disions des choses contraires. Tout ce qu'il a dit, c'est ça que j'ai dit à ma manière. Et j'ai parlé du culte, du mythe, du diplôme. Et j'ai dit, à cause de ça, c'est pour cela que d'autres pensent qu'il le faut nécessairement et que ce n'est pas le papier qu'on vous donne là qui est important, c'est ce que vous savez faire vous-même qui est le vrai diplôme, ce que vous savez faire. Donc c'est la même chose que nous disons. Pour dire que la mauvaise foi dont on parle, la mauvaise foi, elle est de l'ordre social. La mauvaise foi est de l'ordre social. Vous avez vu, on est allé dans les diplômes. Alors si on prend un autre secteur maintenant, vous verrez qu'il y aura toujours du faux. Il y aura toujours du faux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'avoir toujours une structure pour mener les enquêtes, pour reconnaître qui est qui fait quoi, et dans chaque secteur, pour pouvoir démanteler ceux qui préfèrent la facilité, ceux qui veulent profiter des exigences de la société et passer inaperçu et tromper un peu la vigilance. C'est vrai aussi. Comment ont-ils pu tromper la vigilance de toutes ces instances? Oui, c'est parce qu'il y a le suivi, il y a le des concours de recrutement. Oui, il y a le culte et le mythe du diplôme. Si ils ont essayé, ça a marché. Ça a marché. Et puis, mais laissons les diplômes, laissons les diplômes. Qu'est-ce qui se fait dans l'administration même? Que des gens aient travaillé 30 ans, ils ne sont plus là. Mais on continue de percevoir leur salaire ou des gens qui sont décédés. Mais il y a d'autres Béninois qui sont dans cette administration-là, qui s'arrangent et on continue de payer des salaires à ces gens-là. Et c'est un groupe qui se charge de ça et se partage les fonds. Ça aussi, c'est du faux. Donc, il y a du faux partout. Voilà qui rappelle ce que disait tantôt Laurent. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi remonter à ces différentes instances de recrutement de ces faux diplômés et sanctionner? Oui, le cas que nous avons maintenant montre que on devrait être plus clairvoyant, on devrait être plus regardant, on devrait approfondir les recherches pour voir effectivement est-ce que lorsqu'on est en face d'un papier, si ce papier-là effectivement est vrai ou faux. Cela interpelle tous ceux qui sont dans l'administration et qui sont à des niveaux de décision et qui doivent décider pour l'ensemble que nous constituons pour éviter qu'il y ait d'injustice et que d'autres personnes ne soient plus malins et profitent du fait que nous succombons au diplôme, nous succombons à cause de ce mythe de diplôme. Voilà les conséquences.
que des gens sont obligés, ne sachant rien faire, il suffit de fabriquer, dit je suis diplômé de telle école et tout, puis c'est fini. Comment comprendre que des vrais et faux diplômés composent et que ce soit les faux diplômés qui réussissent? Justement, mais je voudrais aborder la question sous un autre angle pour dire que au-delà de ce qu'il faut aller voir, ceux qui recrutent et situer les responsabilités, il faut amener ces faussaires à collaborer. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut sanctionner. Quels qu'en soient leurs aveux, il faut sanctionner. Et maintenant, les amener à collaborer pour qu'on déniche les différents réseaux qui fabriquent ces faux diplômes. Parce que c'est tout un système. Je dirais même c'est toute une industrie mise en place pour délivrer les faux diplômes à des compatriotes et qui viennent concourir au même titre que ceux qui se sont échinés pendant des années. Et là, si on ne situe pas les responsabilités et qu'on ne va pas fouiller jusqu'au niveau de ceux qui... On n'aura pas détruit ce réseau, cette entreprise, ce réseau, vraiment, comme vous dites. Chaque fois, on aura toujours les faux diplômés qui vont se retrouver sur le même chemin que les vrais diplômés. Donc, il faut aller chercher, fouiller et savoir où est-ce que ceux-là ont acquis leur faux diplôme. Parce que, vous le savez, les gens sont là et tout peinard, ils se disent, bon, je suis titulaire d'un master. Et vous ne savez même pas d'où vient le master. Vous allez dans les universités, vous ne voyez pas les références du master, les traces de ce master. Vous ne voyez même pas les traces de celui-là n'a même pas fait la première année dans cette université. Il n'a jamais fait la première université. Donc, il faut situer, il faut fouiller et voir ceux qui sont les vrais coupables, ceux qui donnent ces faux diplômes-là à ces faussaires et sanctionner ceux-là aussi. Ça va décourager une fois pour de bon ces citoyens qui s'adonnent à de telles pratiques. Il faut dire aussi qu'il y a cette nébuleuse entretenue dans différentes universités privées ou qui acceptent que des cadres, des cadres à certains niveaux qui n'ont pas eu le temps de suivre comme il le faut, le cursus, et bien des cadres qui viennent simplement valider le Master 2. Oui, justement, il faut préciser qu'à ce niveau, vous voyez les universités privées dont vous parlez, il y en a beaucoup qui sont venus faire du commerce. Osons le dire. Ils sont là pour faire du commerce, ils cherchent de l'argent. Et donc, leur problème, si l'intéressé vient à coup de millions, parce que le master, parfois, dans certaines universités, c'est le million, ça avoisine le million, c'est au-delà du million. Donc, ceux qui a ouvert son université et qui sait qu'il a ouvert l'université pour avoir de l'argent, quand ça vient, ici, ça ne devrait pas être ça. Justement, ici, il donne allègrement. Et donc, ça ne devrait pas être le cas, justement. Et donc, il faut aller fouiller aussi de ces côtés-là. Parce que vous voyez des gens qui sortent d'un jour, qui sont bombardés d'un master ou d'un doctorat, je ne sais quoi, de quel titre. Et puis, bizarrement, quand vous les questionnez, vous discutez avec eux, vous constatez que le master, il a eu avec quelles compétences Des gens qui présentent des masters d'une année où l'université n'avait pas en ce moment cette filière. Juste pour compléter, les mêmes tas s'observent au niveau des universités publiques aussi. Ne pensez pas que c'est seulement dans le privé que là où il y a des êtres humains, il y a toujours la possibilité de bien faire ou de mal faire les choses. Et donc, ne pensez pas que tout est clean au niveau des universités publiques. Non, on ne le dit pas. Non, on le dit pas. C'est pas plus récurrent ailleurs. Non. C'est tout. On ne dit pas que le statut peut même camoufler et la mal-donne. Le statut peut camoufler la mal-donne. N'essayez même pas de vouloir dire que c'est plus récurrent ailleurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'essentiel. En fait, moi, je veux reconnaître avec M. Aouga que c'est pas seulement les universités privées. Je suis d'accord que dans les universités. Le crime parfait dans ce cas peut bien réussir, le crime parfait peut bien se réaliser dans le public. C'est bien possible. Parce qu'effectivement, c'est le public. L'essentiel. Et avant que vous ne voyez les gens à la soutenance et tout, vous ne savez pas tout ce qui est passé avant que vous voyez les gens à la soutenance et on montre à la télé. C'est vrai. Vous ne savez pas. Il y a des gens pour lesquels on écrit des mémoires, vous ne savez pas ça. Non, mais justement, on ne dit pas. Toutes les tractations. Je ne dis pas que dans les universités privées, ça ne se passe pas. Je ne parle pas le public, je dis. Le public, pardon, ça ne se passe pas. Je dis les universités privées, en l'occurrence, c'est des gens qui ont ouvert l'université, ils savent qu'ils sont venus chercher de l'argent. Et donc, c'est plus visible. On constate beaucoup plus ça. Oui, je ne dis pas toutes les universités, justement, j'y précise. Mais au niveau des universités publiques, je reconnais que ça se passe. On en sait. C'est vrai qu'on ne peut pas se mettre à dire, mais en réalité, on sait que ça se passe. Et comme vous l'avez dit, c'est des hommes aussi qui sont là. Et donc,
on ne peut pas dire tout de go que ça ne se passe pas. Encore que, on a souvent entendu ce langage qui dit, il y a le diplôme pour manger, il y a le diplôme pour faire des recherches et évoluer. Et donc ça se passe. Alors, voilà pour ce qui est de la nébuleuse des faux diplômes. Zéphirin Ouga, Laurent Roland Toninkes. Nous allons ouvrir maintenant un deuxième chapitre parce que nous aurons à parcourir trois grands chapitres ce matin dans ce débat à faire croiser. On se plonge maintenant dans les défalcations, la très délicate défalcation qui accourt actuellement au pays, qui semble attiser ou activer les différents mouvements de débrayage. Zéphirin Ouga. Oui, moi, vous connaissez ma religion sur la question de la grève. Et pour qu'on en arrive... Rappelez-la, non? Oui, moi, depuis un certain temps, après mes analyses, j'ai trouvé que nous devons changer de forme de revendication. Nous devons... les travailleurs ont des droits, certes, et ils doivent les réclamer, leurs droits, certes. Mais pour moi, d'abord, avant tout cela, il faut la responsabilité. Il faut être responsable. Et pour moi, la responsabilité, c'est d'abord reconnaître ses devoirs, les assumer et après réclamer ses droits. Voilà, c'est selon moi. Parce que je suis philosophe de formation, ne l'oubliez pas. Donc moi, je raisonne. Donc moi, ma religion, j'ai senti que la grève dans notre pays n'est pas productive parce que il est vrai que nous pouvons dire que parfois nous l'avons utilisé à des moments difficiles de l'histoire de ce pays. On l'a utilisé, on a profité de cela pour faire bouger certaines choses. Mais au même moment, ça nous arrière. Et sans passion, sans état d'âme, il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, puisque nous ne sommes pas étrangers, nous sommes tous béninois et tout, moi je réfléchis, je me suis dit, je ne suis pas syndicaliste, je n'émage pas au niveau du budget national. Bon, je suis un simple citoyen. Mais si moi j'étais parmi ces gens-là, je pourrais continuer. J'aurais eu mon son de cloche et leur dit que nous, pour l'amour du pays, parce que je disais sur ce plateau que les agents permanents d'État c'était un infime pourcentage de l'ensemble que nous constituons en termes de population. De plus, tous secteurs confondus, j'ai eu le chiffre la dernière fois précis, 78 000. Alors, sur 10 millions ou 11 millions de Béninois que nous sommes, et Dieu seul sait, depuis combien d'années dans ce pays... Ce pourcentage peut vous sembler peut-être insignifiant, oui. Mais c'est ce pourcentage qui fait l'administration, c'est ça? Non, l'administration seule n'est pas... c'est ce pourcentage qui fait le service public. Le service public est au service de quoi? Le moteur. Est au service de quoi? Non, le moteur, ce n'est pas l'administration. Mais si. Ah non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le moteur, vous me dites le moteur, c'est tous les autres qui constituent le moteur. C'est tous les autres. C'est le paysan qui n'a jamais cessé d'aller au champ pour travailler et pour sortir. Et le maïs que le maïs. Vous avez bien dit le moteur, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Voilà. On ne peut y enlever. Voilà. On ne peut y enlever aucune pièce. Voilà, justement. Donc sans le service public. Non. Mais la preuve, ils sont en grève, non? Ils sont en grève, non? Mais ça tourne, non? Vous pensez? Je pense qu'ils sont en grève, mais le pays tourne. Puisque si vous voulez que nous puissions dire certaines choses, il est temps que le Béninois, le Dahoméen devenu Béninois, que nous nous prenons au sérieux. Les gens pensent aujourd'hui, avec les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, que c'est aujourd'hui que le pays là est né. Nous avons tout essayé. Nous avons tout essayé dans ce pays. On a tout essayé. Il n'y a pas cette forme ce type de régime que nous n'avons pas essayé dans ce pays. Et je parle en connaissance de cause. Et dans ce pays, lorsque nous avons accédé à l'indépendance, aucun gouvernement ne fait 3 ans dans ce pays. Il y a eu seulement M. Hubert Manga qui a fait un peu plus de 3 ans
un peu plus de 3 ans, et on l'a sauté. Tous ceux qui sont arrivés après lui, jusqu'à ce qu'on aille au coup d'État de 1972, aucun régime n'a fait 2 ans. Oui, quel rapport avec notre... Le rapport, c'est quoi? Je vais vous dire. Et à partir de 1972, puisque moi, je prends cet outil historique-là pour analyser qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons pour ce pays, quel type d'homme, de Béninois nous sommes effectivement. De 1972, il y a eu comme une prise de conscience. La conscience qui se révèle à elle-même et qui veut prendre ses responsabilités pour évoluer dans l'histoire. Et nous avons dit, nous devons compter sur nos propres forces. Et dans le colonialisme à bas, le néocolonialisme à bas, on a chanté tout ça, scandé tout ça. Montrer à la face du monde qu'effectivement, désormais, nous sommes indépendants. Et quand nous avons fait ça, nous avons affiché à la face du monde aussi qu'effectivement, nous devons compter sur nos propres forces. Et nous avons, à partir de 1973-1974, nous avons nationalisé toutes les sociétés et privées de droit français qui étaient ici. On a nationalisé toutes les sociétés. Et on en a créé une quarantaine, plus de 40 sociétés qu'on a créées d'État. Et qui sont ceux-là qui ont dirigé ces sociétés-là? C'est des Béninois, des cadres béninois. Mais 10 ans après, 10 ans, ou plus 10 ans après, mais toutes ces sociétés ont fermé les unes après les autres. Oui, M. Zéphirin Ouga. Une seconde. J'attends le rapport. Oui, vous allez voir le rapport. Vous allez voir le rapport. Toutes ces sociétés ont fermé les unes après les autres. Et ce ne sont pas des étrangers qui avaient géré ces sociétés-là. C'est encore des cadres béninois, nos frères, nos grands frères, nos papas qui ont géré cette société. Alors comment se fait-il? Et moi, je me pose la question en tant que philosophe. Pour dire, mais quel est ce type d'individu, ce type d'homme? On a créé jusqu'à créer la SONAFEL, Société nationale des fruits et légumes. Et pour dire que quoi? L'idée qui a prévalu, la réflexion qu'on a eue pour se dire que créer une structure du genre serait une bonne chose pour la population, Société nationale de fruits et légumes, on n'a même pas suggéré ça. Et toutes ces sociétés ont fermé les unes après les autres. Et ce sont les mêmes cadres qui avaient des syndicats, qui avaient tout. Oui. Aujourd'hui, nous nous retrouvons depuis la conférence nationale, nous sommes dans la démocratie et tout, et nous continuons toujours les mêmes choses. Moi, je me demande, alors, qu'est-ce qui diffère entre les hommes de 1960 jusqu'à la Révolution et ceux qui ont fait la conférence et nous autres qui expérimentons aujourd'hui la démocratie depuis 28 ans. Je m'attendais plutôt à avoir une conclusion comme quoi, voilà, au regard de l'échec de tous les autres régimes, voilà, ce qui peut-être que vous voulez démontrer que voilà, c'est ce qu'il faut pour que le Bénin décolle. Il y a une tare. Il y a une tare qui est restée là, qu'on n'a jamais corrigée, c'est que le Béninois n'aime pas son pays. Le Béninois n'aime pas son pays. Je vous ai parlé d'une quarantaine de sociétés qui ont été gérées pas par les Togolais, pas les Nigérians, pas les Gabonais. Les défalcations amèneront-ils le Béninois à aimer son pays? Oui, mais pourquoi on est arrivé à la défalcation? Les gens n'étaient pas à la maison et on leur a dit, bon, aujourd'hui, parce qu'il plaît bien au chef de l'État, de dire, ben, c'est c'était là, vous, là, aujourd'hui, là, on ne va pas bien vous payer. Il y a eu un problème. Le problème qu'il y a eu la loi que les députés ont introduite. Laurent Pierre fait patience de oui, ont introduit. Mais cette loi-là, la Cour a tranché et a montré que, bon, que le droit de grève ne doit pas être retiré. Et nous sommes... On n'y est même plus. En principe, voilà. Nous ne sommes plus. Mais pourquoi est-ce que les grèves continuent? Pourquoi est-ce que les grèves continuent? Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au fait que quelqu'un qui n'a pas travaillé, on va permettre à Laurent insiste maintenant pour qu'on le paye. D'apprécier aussi la situation. On insiste qu'on le paye. Laurent, je vous pose la même question. Les défalcations, pensez-vous que les défalcations amèneront-elles les Béninois à aimer davantage la nation? D'abord, je voudrais reconnaître que j'ai du plaisir à suivre M. Ouga dans son développement. Son cours d'histoire et son cours de politique. Oui. Mais moi, je m'attendais plutôt à l'histoire. Quand il parle de nationalisation des sociétés d'État et que des Béninois qui ont géré,
Je voudrais lui poser la question de savoir si en ce moment, ce sont les syndicalistes ou les travailleurs qui ont géré. C'est les politiques qui ont géré. Et en ce moment, les syndicalistes sont... Attendez. Je vous ai laissé parler. Et en ce moment, les syndicalistes sont dénoncés. Ici, on retient dans l'histoire, on constatera que les syndicalistes ont toujours dénoncé la mauvaise gestion dans ce pays. Ce n'est pas le fait des syndicalistes, ce n'est pas le fait des travailleurs, c'est le fait des politiques qui ont échoué. Les syndicalistes ne sont pas travailleurs. Ils sont travailleurs. J'ai bien dit travailleurs syndicalistes, mais j'ai dit les politiques, c'est eux qui prévoient la politique gouvernementale. Et c'est eux qui ont géré, c'est eux qui ont été nommés à des postes de responsabilité. Et c'est eux qui, à un moment donné, ont mal géré et qui, malheureusement, on ne les a pas poursuivis. Il y en a qui sont là depuis le PPB, mais qui sont encore aux affaires aujourd'hui. Et c'est encore eux. Et donc, reconnaissons, moi, j'aurais souhaité qu'on ne déplace pas le problème. Parce que quand je parle de défalcation, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut voir la manière dont il faut se manifester. Et au cours de cette semaine, j'ai entendu Kako Bessé qui dit, le secrétaire général du Central Justice, dire qu'il faut revoir la forme de lutte. Est-ce qu'il faut tout le temps faire grève et paralyser l'administration? Et là, je suis d'accord avec lui. L'interview est là, il a parlé. Je l'ai suivi, j'ai du plaisir à l'écouter. Et je suis d'accord qu'il faut revoir le système de lutte. Mais j'ai suivi aussi Louis Vlavonou, l'honorable Louis Vlavonou, au cours de la rentrée politique du BMP, qui disait, bon, si deux parties ne s'entendent pas, autant mieux se porter devant le juge administratif. Et c'est à ce niveau que je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, qui, de façon délibérée, dit que la grève est illégale et que, par conséquent, il faut défalquer. J'estime qu'il faut d'abord aller devant le juge administratif. Et si le juge administratif donne raison au gouvernement, le gouvernement serait dans son plein droit de dire la grève est illégale, nous défalquons. En l'état, j'estime que défalquer en ce moment précis, c'est attiser le feu. Parce que, dites-vous, j'ai suivi les syndicalistes qui disent le gouvernement n'a pas satisfait à nos revendications. Mais ils défalquent nos salaires. Et qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est pour nous amener à ajouter une nouvelle revendication. Et après, ils vont satisfaire cette revendication en rétrocédant les sous défalqués et dire maintenant qu'ils ont satisfait à nos revendications et nous livrer au peuple. Et par conséquent, nous n'entendons pas continuer dans la discussion parce que nous estimons que c'est un affront pour nous. Et donc, sur ces points, je pense qu'il faut carrément que les deux parties se portent devant le juge administratif qui est habilité à leur dire qui a raison et qui a tort. Et à partir de ce moment, le peuple avisera pour savoir qui a tort. Et si les syndicalistes et les travailleurs ont tort, cela suppose que la défalcation sera consommée. Au cas où ce serait le gouvernement qui a tort, il faut rétrocéder et laisser couler. Parce qu'en réalité, tel que nous fonctionnons droit dans le mur. C'est vrai, le garde des Sceaux qui a du plaisir à revenir sur ce sujet chaque fois, et le chef d'État est revenu d'ailleurs sur ça hier, le garde des Sceaux est un homme de droit, mais j'estime que cela ne suffit pas. Il a été avocat du président de la République. Quand il parle, le président peut l'écouter, d'accord, mais cela ne suffit pas. Il y a des juges administratifs qui peuvent statuer et pour dire qui a raison ou qui a tort. Mais est-ce que le gouvernement est habilité à déclarer l'illégalité? C'est le gouvernement qui gère le pays. Le gouvernement peut le dire. Et bien sûr, le gouvernement peut le dire. Et je partage avec vous cette position du président de l'UNAMAB qui pense plutôt que le gouvernement s'est substitué aux juges. Oui, mais ce n'est pas les juges qui sont en grève. Les juges ne sont pas en grève. Ce n'est pas eux qui sont en grève. Ce n'est pas les juges, les magistrats qui ont dit dans un pays tel que un pays tel que nous sommes là, au Bénin, pays pauvre de l'Afrique, où nous sommes là, des magistrats, qui sont magistrats. Quand ils sont magistrats pour qui? Ils ne sont pas magistrats pour eux-mêmes. Le titre de magistrat seul ne suffit pas pour être quelqu'un. Il faut le mettre au service du peuple. C'est en ce moment-là que le titre... Laissez-moi finir. C'est en ce moment-là que ce titre vaut quelque chose. Si le titre de magistrat n'est pas au service du peuple, il ne vaut rien, il ne pèse rien. Parce que ils ont maintenant, parce que ils aiment bien leur boulot, ils ne veulent pas laisser le travail. Quelques corporations. Une seconde. Ils aiment bien leur boulot, mais ils ne veulent pas laisser. Ils veulent bien aller en grève, mais ils ne veulent pas démissionner. Parce que, pourquoi voulez-vous une seconde, la logique aurait voulu que, lorsque vous avez 5 jours de travail, et pour des raisons, quelles que soient les raisons qui vous motivent à montrer votre mécontentement, à dire que je ne suis pas d'accord avec l'État et tout, et que vous décidez de montrer ce que vous êtes fâché, vous n'êtes pas content, vous n'allez pas déclarer,
faire une grève de 5 jours sur 5. Vous n'allez même pas une seule fois travailler. Et c'est les mêmes qui disent que non, on ne va pas nous défalquer. Puisque c'est ce qu'ils avaient fait avant. 5 jours sur 5. Je dis que aucun citoyen sérieux béninois, moi je ne suis pas aucun parti, je ne suis pas dans un parti politique, je ne suis pas dans un mouvement, je ne défends personne. Je dis, mais je suis aussi simple citoyen, j'ai été à l'école comme tout le monde, je peux réfléchir. Je dis, c'est inacceptable, c'est un abus, et nous ne pouvons pas les caresser dans le sens du poil pour leur dire, il faut interpeller vous êtes libre de votre lecture. Il faut les interpeller sur le sens de responsabilité. Parce que c'est quoi? Vous et moi qui parlons ici, nous n'avons rien à voir dans leur déboire. Et ils devraient comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans la République. Et ils devraient penser aux paysans, ils devraient penser à ceux qui sont les aimes, nos femmes, les mamans qui sont au marché, ils doivent penser à ceux-là. Pour la sauvegarde de la paix, oui. Pour la sauvegarde de la paix, est-ce que l'État n'aurait pas dû, c'est vrai, je reconnais l'autorité, que le gouvernement tient à l'autorité de l'État, dans cette rigidité qu'on lit quelque peu dans les décisions, mais est-ce que l'État n'aurait pas dû, ou le gouvernement n'aurait pas dû peut-être passer outre cette décision de défalcation pour... C'est le culte de l'irresponsabilité, ça. C'est ça. Ça fait mal, mais c'est ça, là. Faut réfléchir comme ça, penser comme ça, c'est le culte de l'irresponsabilité. Et puis, je ne fais que partager avec vous. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le président de l'UNABAB. Je vous comprends. Mais ils ont toujours fonctionné comme ça. Regardez l'histoire des grèves. Chaque fois qu'ils ont eu à faire des grèves et qu'on veut les défalquer, les défalcations deviennent après des motions de grève. Et puis, bon, si vous ne justement, on ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière. C'est un peu irresponsable. Personne n'oblige quelqu'un à faire grève. Puis la grève aussi, c'est un droit. Lorsque vous exercez un droit, vous devez en assumer aussi les responsabilités. D'abord, les conséquences. Vous devez en assumer les conséquences. Justement, j'ai envie de revenir sur. C'est un peu trop facile. Non, quand je vous suis, j'ai dit, c'est trop facile. Le gouvernement dit que la grève est illégale et vous dites que les travailleurs aller en grève, c'est trop facile, d'accord. Mais si le gouvernement dit que la grève est illégale. Non, c'est trop facile d'aller en grève. Attendez. Et de vouloir recevoir le salaire. Justement, quand vous le dites, est-ce que le gouvernement pense que les revendications des travailleurs sont illégales? Le débat part de là. Si le gouvernement reconnaît que les revendications de ces travailleurs sont des revendications légitimes, il n'y a pas de question de penser que la grève est illégale. Et donc, dans ce cas, je pense qu'ils sont libres d'aller en grève. Et mieux, j'allais vous dire, vous voyez, les gens demandent juste l'amélioration de leurs conditions de travail. Et ils demandent qu'on préserve les libertés fondamentales. Et nous savons tous comment ça se passe ces derniers jours. Je ne vais pas à vous dire quoi que ce soit par rapport à ça, mais je sais que dans ce cadre précis, au moment où le gouvernement a augmenté les salaires d'un certain nombre de citoyens, de cadres à la tête de l'État, et que dans le même temps, on pense que les enseignants sont minoritaires, et que c'est eux seuls, et que... il faut avoir les enseignants... Je prends l'exemple simple. Parce que, oui, que les enseignants sont minoritaires. Non, attendez, pardon. On dit qu'ils veulent prendre en otage le pays et qu'on les compare à un émigrant. Je pense que c'est un faux débat. Non. Attendez. Personne n'a comparé aux émigrants. Ah, vous n'avez pas suivi ça? Non, c'est vous qui, c'est votre lecture. Donc vous n'avez pas suivi ça? J'ai comme l'impression que parfois, quand vous parlez, vous semblez ne pas être dans le pays. Non, ce n'est pas une comparaison qui a été faite. On dit demande simplement de tenir compte des autres. Ce n'est pas une comparaison. Nous, chacun est à son poste. Mais dites-moi, dans un pays, entre le magistrat, ma maman qui va au marché, le ZEM et le paysan, qui est plus important? Dites-moi ça. Tout le monde est important. Merci, voilà. Tout le monde est important. Donc on n'a pas comparé. On a demandé de tenir compte des autres aussi. Mais pourquoi est-ce que quand le gouvernement voulait augmenter les salaires des cadres au niveau des postes politiques, n'a pas tenu compte de la maman qui vend à Ronjoto? Justement, c'est parce que les travailleurs ont posé des revendications, déposé des revendications, qu'il faut maintenant penser que cela doit penser de... Mais continuez de raisonner comme ça. Non, c'est pas ce débat s'en va finir. Comme ça. Non, justement. Comme si ce débat s'en va finir. Quand le gouvernement veut penser à lui, il n'a pas pensé à sa femme. Le gouvernement ne pense pas à lui, le gouvernement pense à vous.
C'est à vous. Donc, quand le salaire des cadres a été augmenté, ça revient sur le salaire. Là où vous vous trompez, aucun gouvernement ne pense à lui. Le gouvernement est là. Pense à nous. Très bien. Pense à nous. C'est ce que vous savez. C'est une erreur d'appréciation. On a fini avec ce chapitre. Vous êtes en train de lutter contre le gouvernement. Vous êtes en train de lutter contre vous-même. Non, mais justement, je rectifie que c'est bon pour ce sujet. Troisième sujet, troisième et dernier sujet maintenant. J'insiste là-dessus. Troisième et Je dernier le dis et sujet. j'insiste là-dessus. Le gouvernement a augmenté les salaires des cadres des postes politiques. Sans Troisième tenir compte et de la dernier femme sujet. qui va à Rondioto. Oui. Mais quand il s'agit des revendications Ces femmes des ne sont pas travailleurs, nommées au on a gouvernement. pensé à cette femme. Vous pensez que c'est le travail Ces qui font femmes mal. ne sont pas Non, des postes stratégiques. Vous savez. Comment vous parlez? Vous Laurent, maintenant Laurent, on peut poursuivre ce débat. Elles sont des béninoises. Zéphirin Ouga, on peut poursuivre ce débat. Mais elles ne sont pas salariées. On a encore un autre sujet. On a encore un troisième sujet. La SB2E. Moi, je ne marche pas au budget national. Zéphirin Ouga, oui. on suspend le débat ou on peut poursuivre? Oui, on peut poursuivre. D'accord. Troisième et dernier sujet, la SB2E et la nébuleuse des compteurs, je dirais, défectueux. Voilà aussi une action que les gens ne vont pas apprécier. Les gens vont passer. Voilà un gouvernement qui est à cheval sur la gestion efficiente, et qui aurait été dans un autre régime que ça là, c'est 2 ans, 3 ans après que vous allez apprendre ça. Parce que présentement, moi-même, je suis en tant que personne, je suis dans le cas maintenant, ça fait au moins 6 mois que on a pris mon argent à la SBE pour me livrer un compteur, mais je n'ai pas le compteur. Parce qu'on n'a pas voulu vous livrer un non, compteur défectueux. Non, c'est pas parce qu'on ne veut pas me livrer un compteur défectueux, parce qu'il y avait eu rupture de stock. J'ai été jusqu'à voir des gens et on a touché certains directeurs. Il y avait rupture de stock. Si ces livraisons étaient de qualité, non, vous aurez satisfait. Non, mais ce qui a été dit, ce n'est pas un problème de qualité seulement. Il y a eu mal donne. Il y a eu mal donne. Il y a eu mal donne. Que celui à qui on a finalement attribué le marché avait été défaillant avant et on lui reprochait plein de choses. Et il y a quelqu'un qui a soumis ses offres et qui pouvait quand même faire cette prestation-là, mais à qui on n'a pas donné le service. Mais c'est celui qui avait été défaillant dans le temps, c'est lui encore, à cette société-là qu'on a confié encore et la livraison de ces équipements-là. Mais finalement, aujourd'hui, on a reçu des équipements qui ne respectent pas les normes et tout. Et nous sommes devant une situation maintenant. La population. Même pas au nombre. Qui n'est pas au nombre. La population qui a payé. Puisque quand vous allez demander des compteurs à la SBE, vous faites les formalités et tout, vous payez d'abord. Vous payez avant qu'on vienne vous installer. Alors, tout cet argent qu'on a gardé là-bas. Et on fait souffrir le peuple pour rien. Alors qu'on est dans les négociations, on cherche des intérêts et tout. Et je félicite ce gouvernement-là qui a le courage de montrer à la population, voilà comment est-ce que... J'ai parlé dans le temps de 40 sociétés qui avaient été créées pendant la Révolution, qui ont été gérées par les cadres béninois. N'est-ce pas trop tôt déjà de féliciter, puisque ce n'est qu'un... le gouvernement n'est qu'au début. d'une longue je le félicite pour ce début-là. Je le félicite déjà pour ce début-là parce que en d'autres temps, vous n'allez même pas entendre ça. Vous allez entendre ça dans les couloirs et tout, mais personne n'osera en parler au Conseil des ministres. Et pour cela, je dis, c'est un gouvernement qui veille au grain et cela va quand même faire changer un peu la donne au niveau de la gestion dans nos structures, dans nos administrations. Parce qu'il y a un peu, il y a une forme d'irresponsabilité qui est notoire et qui ne nous aide pas suffisamment pour évoluer dans ce pays. Très bien. Laurent, Roland-Antoine Nkes. Je voulais reconnaître dans ce dossier que le gouvernement a fait un pas en avant et je tiens à les féliciter. Il faut féliciter, on dit en fond, à votre Quinton et pas. Dit que aujourd'hui, se faire sortir cette affaire, c'est déjà un coup parce que qui connaît Laurent Torsou qui a été nommé sous Patrice Talon, on peut ne pas espérer qu'un jour on aboutisse au démantèlement d'une telle situation. Parce que vous imaginez, dans nos sociétés d'État, ça se passe souvent. On dit la première société a proposé 48 000 ou 49 000 et la seconde société a proposé 29 000. Mais on a préféré celui qui avait pris 48 000 et puis après finalement il a été défaillant. Mais pourtant on a continué avec lui. C'est des pratiques qui ont cours dans nos administrations, dans nos sociétés d'État. Depuis des années, le chef d'État
certainement, il connaît bien un peu comment ça se passait. Donc, il est le seul à pouvoir maîtriser les rouages pour stopper ce tas de choses. Et c'est en cela que je les encourage. Et pour aller plus loin, je prends par exemple le cas du CNCB, où Dayori, qui a été nommé par Patrice Talon, à un moment donné, quand il a été défaillant, et on l'a sauté d'abord. Et après, quand l'affaire, on a constaté que dans sa gestion, il y avait mal donne, on l'a rappelé, il est devant la justice, il est allé en prison. Et donc, j'estime qu'il faut continuer dans ce sens. Quand le gouvernement continue dans ce sens, nous serons là applaudis pour dire oui, le gouvernement fait bien. Seulement que quand ça va devenir sélectif, on ne sera pas d'accord. Et on sera là encore pour le dire. Ne vous contredisez pas. Non, je ne me contredis pas. Ce que je dis. Après donné ces exemples-là. Non, ce que je dis. Non, justement, il y a des affaires, il y a d'autres affaires. Attendez, il y a d'autres affaires dans d'autres administrations que certainement je sais que vous connaissez, mais qui ne sont pas encore mis sur tapis maintenant. Et donc, ce que je dis là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on voit la tête du client. Il y a de gros clients et de petits clients. Il ne faut pas qu'on livre seulement les petits clients. Il faut qu'on aille loin en livrant aussi les gros clients qui peuvent être en tant des ministres ou des députés. C'est de ça que je parle. La livraison des clients, disons merci quand même à ce gouvernement, puisqu'on en a vu d'autres. On continue de le dire. Oui, on en a vu d'autres. On en a vu d'autres. Et le courage que ce gouvernement a de faire face et véritablement, de faire front à l'impunité. Oui, le courage, nous sommes tous unanimes sur le voilà. Ce courage ira jusqu'où? Ce courage s'appliquera-t-il à tout le monde? Mais il a cité déjà des noms, non? Il a cité des noms. Et il a évoqué. Et c'est récent. Des cas. Et je vous dis... Il y a encore des cas. Mais il reste des cas. Mais laissez le gouvernement faire son travail. C'est comme si c'était vous qui avez demandé au gouvernement de faire ça. Je vous dis... Nous avons donné mandat. Je vous dis... Une seconde. Je vous dis, sous d'autres régimes, le cas de la SBE, qui est tellement récent, qui est tellement contemporain, sous d'autres régimes, vous n'allez jamais entendre parler de ça. Vous n'allez surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est un support, un soutien du chef de l'État qui a été nommé à ce poste-là. Sous d'autres régimes, ça se négocie dans les couloirs et tout. Et le peuple, c'est un choix. Le peuple que nous sommes. Aouga, donc, vous avez dit que ce n'est pas nous qui avons demandé au gouvernement de le faire. Mais je voulais vous préciser, allez lire le journal Béninois Libéré, qui a commencé par parler de cette affaire depuis quelques jours, avant que le gouvernement n'en parle en Conseil des ministres. C'est pour vous dire qu'il y a peut-être des citoyens qui avaient déjà l'information. Et donc, il n'y avait plus de retour en arrière. Mais attendez, il n'y avait plus de retour en arrière. Et donc, le gouvernement n'avait d'autre choix que d'aller dans ce sens-là et de livrer et de nous dire la vérité. Non. Attendez. Parce qu'en réalité, si Aboubacar Takou a écrit, certainement, il a eu des informations quelque part. Et s'il n'avait pas écrit, peut-être on ne serait peut-être pas à ce niveau-là. C'est peut-être qu'ils ont compris. Non, on ne dira pas que c'est parce que Takou a écrit. Non, pardon. Et c'est de ça que je disais. C'est de ça que je parlais. Il y a des affaires qui sont encore là. Et aujourd'hui, on n'en parle pas parce qu'on sait que les gens... Vous n'allez quand même pas me dire que... Non, mais attendez. Vous n'allez quand même pas me dire que c'est Takou qui dit un autre régime. Maintenant, vous avez dit... Sous un autre régime, les mêmes journaux ont dit des choses et même des fois on leur a interdit de paraître et ce qu'ils ont cherché à révéler n'a jamais fait l'objet. Vous êtes d'accord que désormais quand les journalistes vont écrire des informations comme ça, qu'on les ferme? Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Vous n'avez pas compris. Je vous dis que ce n'est pas forcément parce que... On va finir dans une minute. Ce journal l'a dit que le gouvernement a été obligé de le faire. De toute façon, que d'autres gouvernements ont eu les mêmes révélations. Je me réjouis que ce gouvernement ait anticipé. Et n'ont pas réagi comme ça. Donc, par rapport à la réaction du gouvernement, mais moi, je dis chapeau, je dis merci au gouvernement d'être aussi réactif et de prendre en compte ces informations-là, puisque sous d'autres régimes, les mêmes informations, parfois, ont circulé et les gens n'en avaient pas pris en compte. Au contraire, ce sont ces journaux-là on les a poursuivis et on les a même interdits de parution. Et ce n'est pas ce même Takou qui vous dira le contraire. Voilà. Merci Zéphiré Aouga, merci Laurent, Roland Torinquiès. On aurait pu poursuivre avec d'autres sujets, mais le temps consacré au débat à faire croiser est consommé, entièrement passé. Bonne journée à vous.